Salut à tous! Imaginez devoir présenter en quelques minutes 2 années de travail devant un jury composé de professeurs super impressionnants, devant toute votre famille et vos amis. Vous devez fournir une présentation concise, à la fois accessible au grand public, mais aussi qui n'ennuie pas les sachants. Vous devez répondre à leurs questions en défendant votre travail et surtout attendre votre tour, le temps que la décision soit prise de vous attribuer ou non le titre de docteur en médecine. Alors ça peut ressembler à une scène de film ou à la scène du Choixpeau dans Harry Potter, mais c'est bien ce que vivent chaque année les internes de médecine quand ils passent leur thèse d'exercice. Et ça a été mon cas tout juste la semaine dernière. Aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter un petit peu les coulisses de cette épreuve qui finalement marque en quelque sorte le point d'orgue des études de médecine. Pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, bienvenue, je m'appelle Benoît, je suis interne en neurologie et apprenti entrepreneur. Et puis je parle sur cette chaîne de médecine et d'entrepreneuriat. Alors pour reposer le contexte, s'il est nécessaire de le redire, oui, les études de médecine c'est long. On passe 6 années à la fac avec le concours de passe en fin de première année, le concours des ECN en fin de 6e année et la thèse de médecine vers la fin de l'internat. En fait, quand on finit la fac, on n'est pas encore docteur. On est encore étudiant en médecine, en formation. Et c'est que quand on a passé la thèse qu'on reçoit le titre de docteur en médecine. Donc effectivement, c'est assez facile dans ces conditions de se retrouver encore étudiant bien au-delà des 25 ans. Alors ça a des avantages sur les réduccinés, mais c'est un peu plus douloureux pour le portefeuille. Donc quand on commence l'internat, on passe la première année, bon c'est assez difficile déjà, mais à partir de la 2e année, il y a l'ombre de la thèse qui commence à planer. Parce que la thèse, c'est quelque chose qui se prépare. C'est un gros travail qui se fait en général en 1 an et demi à 2 ans. Et la première chose à trouver, c'est son sujet. Et le sujet, il tombe pas forcément des nues. Alors soit, si on a de la chance, il y a un médecin senior qui a une idée derrière la tête et qui nous la propose. Soit, il faut aller la chercher par soi-même. Donc essayer de s'intéresser à des sujets précis dans la littérature et chercher qu'est-ce qu'on pourrait apporter de plus. Et l'idée, mais un peu comme toute la recherche médicale, c'est vraiment de répondre à une question très précise. Par exemple, moi, mon sujet portait sur la stimulation cérébrale profonde dans la maladie de Parkinson. Je vous la fais courte, mais c'est une technique chirurgicale qui consiste à implanter des microélectrodes dans le cerveau des patients parkinsoniens pour traiter ou diminuer leurs symptômes. Et une fois qu'on a choisi notre petite niche, il s'agit de devenir expert dans ce domaine précis. Pour ça, on va s'appuyer sur la littérature, alors avec des bases de données comme PubMed, et lire toutes les études qui ont été publiées à ce sujet. Et une fois qu'on a à peu près les connaissances en tête, on peut formuler une question de recherche et définir un peu comment on va s'y prendre pour essayer d'y répondre. Et c'est là qu'on devient un peu des Sherlock Holmes, puisqu'il va aller s'agir de chercher et de récupérer les données dont on a besoin. Alors ces données, on peut aller les chercher de manière rétrospective, c'est-à-dire en regardant dans des dossiers, ou de manière prospective, par exemple en allant interroger des patients au fur et à mesure. Et finalement, le recueil de données, c'est ce qui prend le plus de temps. Ça prend plusieurs mois parce que les données, elles doivent être de bonne qualité. Quelquefois, c'est difficile de les récupérer. Mettons qu'on a des questions précises, il faut trouver les patients qui correspondent. Et quelquefois, il faut attendre qu'elles soient disponibles. Par exemple, dans mon cas, moi, j'ai fait à la fois du rétrospectif et du prospectif. C'est-à-dire que j'ai analysé les dossiers des patients qui ont été opérés les années précédentes pour la stimulation cérébrale profonde. Mais aussi sur une année, j'ai suivi et assisté aux opérations des patients opérés. Donc je ne pouvais pas aller plus vite que la lumière et il fallait que j'attende d'avoir les données. Et une fois qu'on les a obtenues, on réalise une analyse statistique, c'est-à-dire qu'on les passe dans des calculs scientifiques plus ou moins complexes pour obtenir une réponse à notre question initiale. Et une fois qu'on a obtenu une réponse, alors qu'elle soit positive ou négative, on la met en lumière, en perspective avec les données actuelles de la science. En gros, on compare notre étude aux autres études pour savoir si c'est cohérent, s'il y a des discordances, et s'il y en a, est-ce que c'est lié à des limites de notre étude, à des biais et tout ça. Et la dernière étape, c'est l'écriture. Donc on écrit un manuscrit. Alors le manuscrit, il fait plusieurs dizaines de pages. Ça dépend beaucoup selon les facultés, mais par exemple, sur Nice, c'est une 30aine de pages. Donc c'est pas énorme non plus, mais ça nécessite aussi de bien synthétiser
et de bien résumer son travail. Et donc vous vous retrouvez à la fin avec un manuscrit qui fait quelques dizaines de pages et qui synthétise 2 années de travail. Alors pourquoi c'est difficile? Déjà parce que c'est un travail qui est très long, donc on peut vite être un peu découragé et pas en voir le bout. Mais aussi et surtout parce que c'est un travail qui est réalisé en plus de notre activité hospitalière, qui est à temps plein. Théoriquement, légalement, on est censé avoir des journées de formation pour nous laisser le temps de nous former et puis d'avancer sur notre thèse. Mais selon les stages, elles sont pas forcément respectées. Donc ça, c'est un travail que les internes se retrouvent bien souvent à faire le soir, les week-ends, donc après des journées de travail qui sont quand même assez fatigantes. Et ça, c'est sans compter les gardes, sans compter les cours quelquefois qu'on doit donner. Mais ça reste un travail qui est quand même très enrichissant, on devient très bon dans un domaine particulier. Et on comprend aussi comment fonctionne la recherche, comment écrire des études. Donc pour les internes qui envisagent une carrière hospitalo-universitaire, c'est-à-dire de donner des cours derrière, c'est quand même super intéressant. Après, pour ceux qui veulent pas forcément s'engager dans une carrière universitaire, qui veulent par exemple simplement exercer leur spécialité dans un milieu libéral, comme c'est le cas pour moi, ou pour les médecins généralistes, je sais pas si vraiment cet exercice est très utile, en tout cas au vu de la pratique qu'ils auront plus tard. Mais en tout cas, il a le mérite de nous faire bosser et aussi de vivre un grand moment de fierté devant sa famille. Parce que c'est vrai que ce moment où on va présenter notre thèse, on a quand même l'impression que ça marque un peu la fin des longues années qu'on a passées à étudier. Mais est-ce que c'est vraiment la fin? Est-ce que après 6 ans de fac, après 3-4 ans d'internat, voire plus, la thèse de médecine marque réellement la fin des études médicales? Alors vous me voyez venir, mais la réponse est non. En tout cas, pas pour la majorité des médecins. Les spécialistes, notamment, comme moi en neurologie, ça ne nous fait accéder qu'au grade de docteur junior. Donc on n'est même pas encore réellement spécialiste. On le sera que 1 à 2 ans plus tard. En revanche, pour les médecins généralistes, c'est un peu différent et ils peuvent même commencer à exercer avant d'avoir passé leur thèse. Mais en tout cas, pour ma discipline, la neurologie, l'histoire ne s'arrête pas là. Et peut-être que je vous raconterai la suite au cours des prochaines années. Et by the way, puisque la médecine c'est pas suffisamment compliqué, je me suis amusé à développer un chatbot pour les médecins. L'idée c'est un agent conversationnel, donc un peu comme un ChatGPT, mais qui soit vraiment destiné aux internes, aux externes et aux médecins. L'idée c'est que vous puissiez poser toutes vos questions cliniques, si vous avez une question par exemple sur une pathologie, sur un traitement, et qu'il y réponde en s'appuyant sur des sources médicales fiables. Alors il est au stade de prototype, mais il fonctionne déjà correctement pour des questions médicales pas trop poussées. Et donc vous pouvez y accéder, je vous mets le lien en description, il s'appelle Corpus Medica. Dans tous les cas, nous, on se voit pour une prochaine vidéo. Salut!